Bien, les animaux. Les animaux, une grille de lecture qui a été constante chez les naturalistes depuis le XIXe siècle, notamment suite aux théories évolutives. Les animaux ont été souvent considérés ou regardés comme des êtres qui devaient, pour survivre, eh bien, continuellement faire attention à ce qui était utile. Utile pour conserver leur structure, et puis également comme des êtres qui recherchaient à se reproduire. Donc, le comportement animal a été essentiellement lu comme quelque chose d'utilitariste. Bien sûr, ils devaient de temps en temps faire des choses qui pouvaient leur plaire, mais ce n'était pas la principale de leurs activités. En tout cas, si on devait comprendre le comportement à travers l'évolution ou avec une grille évolutive, il fallait les considérer comme des êtres qui faisaient ce qui était utile. Or, quand on a une grille de lecture de l'utilitaire, on ne comprend pas tout le comportement animal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Darwin, loin de se limiter à une théorie dite de la sélection naturelle, qui faisait grand cas de l'adaptation et de l'utile, a aussi construit une théorie de la sélection, mais de la sélection sexuelle, où il disait que lors des choix de partenaires, dans beaucoup d'espèces, les femelles choisissaient les mâles, et sur quels critères? Sur des critères qui étaient des critères de goût pour le beau. Voilà l'expression qu'il reprend, qui est une expression du XVIIIe siècle, le goût pour le beau. Et il disait que les chants d'oiseaux, les parures, les parades étaient tout simplement destinés, auxquels se livraient les mâles, destinés à plaire aux femelles, et qu'elles choisissaient ceux qui leur plaisaient le plus. Mais ses successeurs ont en partie abandonné cette idée et ont cherché à montrer que, loin de s'intéresser uniquement à ce qu'il était agréable ou beau, les mâles, en se comportant ainsi, eh bien, ne faisaient qu'une chose, c'était essayer de charmer les femelles qui ne pouvaient plus leur résister, et à ce moment-là, elles les choisissaient sur des critères qui pouvaient paraître beaux, mais qui étaient surtout utiles parce que ces mâles-là, ensuite, ils seraient habiles pour ceci ou cela. Autrement dit, une théorie qui était une théorie de l'agréable, ses successeurs ont essayé de la transformer en une théorie qui était une théorie de l'utile. Et encore aujourd'hui, je peux vous dire que dans les colloques, se débattent les auteurs qui considèrent que les signaux des animaux sont des signaux honnêtes, qui renseignent les autres sur leur capacité et leur performance, et d'autres qui disent, mais pas du tout, une partie du comportement animal est liée simplement au plaisir qu'il y a de faire des choses, de les entendre et de les voir. Donc cette affaire, elle est loin d'être terminée. Darwin, d'ailleurs, avait écrit un ouvrage également sur les émotions. Et les émotions, il montrait que ces émotions qui existent chez les humains, elles existent chez les animaux, et les animaux ne sont pas en train de nous imiter, nous ne faisons qu'hériter avec ces émotions des compétences et des capacités qu'ont eu les animaux depuis longtemps et bien avant nous. Pour s'intéresser aux aspects plaisants et agréables de l'existence des animaux, c'est pas très loin vers les naturalistes qu'il faut éventuellement se retourner ou aller regarder. Il faut aller regarder du côté des psychophysiologistes. Parce que dans les années 50, il y a des auteurs qui ont montré que les animaux avaient des comportements qui étaient essentiellement liés au fait de se faire plaisir et d'avoir du plaisir. Alors, il y a une expérience célèbre dans les années 50, c'est celle de Holtz, qui met des électrodes dans le cerveau des rats et qui leur permet de s'auto-stimuler. En appuyant sur une électrode, l'animal s'envoie un léger choc électrique dans le cerveau. Il y a des fois où, lorsque l'électrode est à un certain endroit, l'animal ne le refait jamais. Par contre, il trouve dans le tronc cérébral des lieux où, lorsqu'il place une électrode, alors là, les rats s'auto-stimulent plus de 3000 fois par heure, et cela pendant des heures jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Lorsqu'ils se réveillent, ils continuent, ils recommencent. Il a mis en évidence des circuits qu'on a appelés depuis des circuits de récompense, des circuits qui existent chez tous les vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux mammifères. Et ces circuits sont en activité dès l'instant où les individus sont dans une situation où, après avoir recherché quelque chose, ils le trouvent, ou bien lorsque, ayant essayé d'apprendre quelque chose, ils réussissent, lorsqu'ils choisissent un partenaire, autrement dit, lorsqu'ils réussissent une action. On sait aussi que ces circuits sont stimulés lorsque les animaux curieux vont
chercher quelque chose dans leur milieu. Autrement dit, on a des circuits qui sont continuellement activés dès l'instant où les individus sont à la recherche de plaisir et de quelque chose d'agréable. Et qu'on ne peut pas imaginer l'existence des animaux comme étant des structures, ces animaux, des structures mécaniques, qui seraient des robots, des machines, mais des êtres qui éprouvent continuellement des plaisirs et des déplaisirs, et on le sait bien aujourd'hui, à travers toutes les expériences et puis toutes les données que nous avons sur le bien-être et la souffrance animale. Mais bien-être et souffrance, il y a aussi l'autre versant, c'est-à-dire les plaisirs de l'existence, et les animaux, bien sûr, s'ils évitent les difficultés de la vie, recherchent aussi des plaisirs de l'existence. Alors le rire, oui, le rire, aujourd'hui, il est documenté chez un très grand nombre d'espèces animales, on pourrait en faire la collection et le répertoire, où vous avez des animaux qui spontanément, en jouant avec d'autres, se mettent à rire, on va en parler. Et vous avez des animaux qui, lorsque les humains les chatouillent, ou eux-mêmes se chatouillent, émettent des rires. Ça, on le sait, on le connaît. Et ils ne le font pas simplement parce qu'ils seraient en train d'apprendre quelque chose. Spontanément, il y a un goût pour le ludique. Donc, l'utile et l'agréable. Voilà deux grilles de lecture qui ont été celles des naturalistes, et la grille de lecture de l'agréable, je vous ai dit, est venue essentiellement des psychophysiologistes, avant que les éthologues ne s'en emparent. L'hédonisme et la recherche du plaisir. Alors, il y a 50 ans, un primatologue qui s'appelle Hans Kummer, qui a étudié des babouins, avait comme grille de lecture du comportement de ces babouins l'idée qu'ils font ça parce que ça va augmenter leur chance de survie, de reproduction, ça va augmenter leur chance de dominer les autres, de ne pas être dominés. Les femelles font ceci pour éviter les agressions des mâles, etc. Il était dans une grille typique de behavioral écologie ou d'éthologie telle qu'avait pu la construire Lorenz et Tinbergen. Et il nous dit: la relation entre la valeur de survie et la satisfaction chez les êtres vivants n'est pas liée, comme beaucoup le croient, à uniquement la recherche de survie ou de maintenir sa structure. Il remarque que, de façon générale, les animaux ne règlent pas leur comportement sur la base de la valeur de survie, mais sur la valeur de satisfaction des actions dans lesquelles ils sont engagés. Ça, c'est il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Donc, la valeur de satisfaction d'une activité, elle peut venir d'une part du résultat de cette activité, mais il y a un plaisir aussi dans l'activité elle-même. Beaucoup, depuis très longtemps, on a insisté sur le comportement d'exploration des animaux. Le comportement d'exploration. Les animaux explorent. Il y a un plaisir d'explorer. Il y a le fait aussi de réduire une tension. Quel est ce milieu que je ne connais pas? Si je me déplace dans ce milieu, je vais apprendre à le connaître, à le mémoriser. Et des aspects inquiétants de ce milieu pourront ne me paraître à la suite, ensuite pas inquiétants. Mais en même temps qu'il y a l'action, il y a sans doute le plaisir de découvrir, et les circuits de récompense sont activés lorsque ces animaux sont dans ces activités d'exploration. La vie hédonique, elle est continuelle. Et quand on commence à se dire que les animaux peuvent également avoir une vie qui est consacrée à l'agréable, on commence à découvrir de plus en plus que les grilles de lecture qu'on a pu avoir de leur comportement pouvaient être erronées. On sait aujourd'hui que les animaux jouent, on en parlera, et que ce jeu est lié à ce plaisir d'activité. Le jeu a toujours posé un problème, parce qu'il recherchait une finalité. En quoi c'est utile? Est-ce qu'on se prépare au comportement adulte, tout ça? Oui. L'idée même qu'il pouvait y avoir du plaisir pour le plaisir, il aurait été difficile à accepter et imaginer. Tant sont prégnantes les théories évolutives qui nous disent que c'est le comportement, eh c'est une adaptation qui permet aux individus d'augmenter leur chance de survie et de se reproduire. Pendant un tas d'années, tous les films animaliers que je voyais à la télévision, à un moment donné, et s'ils font ça, c'est parce que c'est important pour l'espèce. Et s'ils font ça, c'est parce que ça va augmenter leur chance de survie. Et s'ils font ça, c'est parce que ça va augmenter les capacités de reproduction de l'espèce, etc.
Je voudrais maintenant vous dire quelques mots sur les chants d'oiseaux. Il se trouve que pendant de très très nombreuses années, j'ai étudié la communication acoustique des oiseaux. Vous voyez, je n'utilise pas le terme de chant là. J'ai étudié la communication acoustique des oiseaux, mais ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant les oiseaux eux-mêmes que leur mode de communication. Parce que dans les années 60 et les années 70, on avait tout un matériel nouveau pour explorer la communication acoustique. Le magnétophone, on allait sur le terrain, on pouvait faire de la synthèse de signaux acoustiques et voir ce qui était important pour les animaux. Et on a évidemment enregistré des chants d'oiseaux et on les a diffusés en nature à ces oiseaux pour voir comment ils réagissaient. Alors voilà, je vous passe par exemple un oiseau qui est bien connu. Je n'ai pas choisi des oiseaux qui auraient des chants qui me paraîtraient les plus beaux. Alors voilà un chant. Vous voyez que ce chant, comme disent les éthologues, il a une certaine structure. Vous avez des éléments discrets, qu'on appelle des notes, des éléments, et puis une certaine organisation du chant, la structure. À propos de ces notes d'éléments, les éthologues utilisent le terme souvent de phonologie, la linguistique, prégnance de la linguistique, et puis à propos de la structure, ils parlent de la syntaxe. Voilà un chant qui est bien organisé. Un ornithologue sait très bien, quand il a entendu plusieurs troglodytes, les reconnaître en nature. Ça ne lui pose aucun problème. Bien qu'il y ait des chants très différents d'une région à une autre de troglodytes. Mais tous les individus qui vivent dans les mêmes zones ont à peu près les mêmes chants. C'est comme ça que les auteurs ont parlé de dialecte. Un terme qui est emprunté là aussi à la linguistique. Donc, c'est musical ou c'est linguistique ces affaires-là? Alors, lorsque j'ai commencé à travailler, au début des années 70, commencé à travailler sur les troglodytes, et ces éléments sonores, on les prenait, on les découpait sur une bande magnétique, on les mettait dans un autre ordre que l'ordre habituel du chant. Ou bien on prenait des éléments sonores d'une autre espèce d'oiseaux et puis on les organisait selon la syntaxe de ces troglodytes. Et on regardait si les oiseaux réagissent. On recherchait qu'est-ce qui est important dans un chant. C'est la syntaxe ou c'est la phonologie. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on détruit totalement la syntaxe d'un chant de troglodyte et qu'on désorganise complètement son chant, on diffuse ça en nature, les troglodytes reconnaissent et viennent. Alors qu'il s'agit de structures sonores qui ne correspondent en rien à ce qu'ils ont l'habitude de chanter et d'entendre. Et ce n'est pas de la curiosité, parce que si on diffuse un chant d'une autre espèce, ils ne viennent pas. Donc, ils ont des capacités de reconnaissance, des chants, qui ne sont pas liés à la structure habituelle du chant. Et si vous mettez ces éléments dans le désordre, vous n'êtes plus du tout comme dans le cas d'une phrase qui est un chaîne humain, où si vous mettez tous les mots dans le désordre, eh bien la phrase devient incompréhensible. Eux continuent de comprendre. Chez certaines espèces, même, on peut prendre le chant, le diffuser à l'envers, ils le reconnaissent. Donc, c'est la syntaxe, c'est la phonologie. Ce sont des êtres qui sont à l'écoute en nature de ce qu'ils entendent, et ils écoutent si il y a un individu de leur espèce qui est dans le coin pour éventuellement réagir et aller lui répondre. Donc ce sont des machines qui sont des machines émotives, sensibles, qui sont aussi construites pour reconnaître tous les champs d'espèces. Que ce soit les champs habituels ou inhabituels. Ils ont différentes stratégies, comme les oiseaux qui migrent la nuit, soit il y a les étoiles, ils se repèrent sur les étoiles, si elle est cachée, ils vont se repérer sur autre chose, le champ magnétique terrestre. Ils ont des stratégies alternatives. Je vais vous passer à un autre oiseau, maintenant le chant d'un autre oiseau, qui est le brûlant zizi. Zizi tout simplement parce qu'il répète une syllabe, tsi, comme ça. Et ce n'est pas un chant qui est forcément agréable pour les humains. Il arrive, vous allez entendre d'abord celui qui est à gauche en haut, après celui qui est à droite en haut. Vous allez remarquer le rythme est différent. Les structures sont différentes. Maintenant, ceux qui sont en bas à gauche, chant plutôt lent, un plus rapide du même individu. Que font les brûlants zizi habituellement? Ils prennent un type de chant, comme ça ils le chantent pendant une dizaine de minutes et puis ils passent à un autre. Ils peuvent avoir 2-3 types de chants, sans qu'on puisse voir de différence dans les réactions et l'usage qu'ils font de ces différents types de chants. Bien. Les oiseaux n'ont pas que des chants qui sont mélodieux. Ils ont un certain nombre de chants qui nous paraissent parfois pas forcément agréables à écouter. Et la manière dont ils les entendent et les produisent, la grande question c'est de savoir si elle est similaire à la nôtre
ou pas. Et est-ce que c'est du langage ou est-ce que c'est de la musique? Je peux vous dire que la question reste ouverte. Peut-être que ce sont les deux, peut-être que c'est autre chose. En tout cas, pour revenir sur le thème de ce colloque, si c'est à la fois du langage et de la musique, est-ce que nous irions jusqu'à dire que les oiseaux font des chansons? Je ne sais pas. Voilà les descripteurs du chant. Ça, c'est un chant de canari. Et voilà tous les termes que les éthologues ont utilisés pour décrire ces éléments. Vous voyez qu'il y a des éléments qui sont empruntés à la linguistique et d'autres éléments, et d'autres éléments qui sont, empruntés à la musique. Est-ce que les oiseaux disent quelque chose à leurs congénères, ou est-ce que les oiseaux, dans un cadre de tension, relaxation, comme il y a en musique, mettent ceux qui les écoutent dans un certain état de tension pour, à un moment donné, résoudre cette tension par des relaxations? Ça, c'est une hypothèse qui pourrait être empruntée à la musique, et cependant que les éthologues n'ont jamais encore testé ou utilisé. Et pourtant, elle mériterait de l'être. Alors, cette dernière image, pour vous montrer la complexité des chants d'oiseaux, après on va pouvoir discuter quelques minutes. Les oiseaux ne chantent pas comme nous, ils n'utilisent pas des cordes vocales. Ils utilisent un organe qui est au niveau des bronches qu'on appelle la syrinx. Et ils ont des muscles au niveau des bronches qui permettent de rallonger ou de raccourcir la bronche droite ou la bronche gauche indépendamment l'une de l'autre, et d'autre part, d'obturer en partie ou d'ouvrir grandement ces bronches. Et ils sont capables d'émettre des sons au même moment par la bronche droite et la bronche gauche. Donc, il y a là un organe de production sonore qui nous est totalement inconnu, qu'on ne pourrait guère imiter, et qui présente ses particularités, c'est que pour pouvoir le contrôler, les oiseaux doivent apprendre. Car si on les place tout jeunes en isolement acoustique, ils sont incapables de chanter normalement des chants de leur espèce. Ils doivent entendre au début de leur vie des chants de leur espèce pour plus tard les chanter normalement et apprendre à contrôler cette syringe. Et puisque je vous parlais tout à l'heure des plaisirs qu'il y a à écouter chez les oiseaux de la part des femelles, sans doute les chants des mâles, et des mâles peut-être du plaisir à s'écouter entre eux, ce que je peux vous dire, c'est que les chants que préfèrent les femelles chez les oiseaux que nous avons étudiés, les canaris, ce sont des chants qui nécessitent la plus grande vélocité d'usage de la syrinx. Des glissando extrêmement rapides à des rythmes extrêmement rapides. Donc, c'est ce qui est le plus difficile à chanter qu'elles préfèrent, et tous les mâles ne réussissent pas à chanter les chants que préfèrent les femelles. Savoir si leurs circuits de récompense sont activés ou pas, je n'en doute pas, mais reste à le montrer, ce qui est plus difficile. Il faut faire de l'imagerie cérébrale chez les oiseaux, c'est pas simple à faire. Et d'autre part, on sait en nature que les mâles, lorsqu'ils entendent un seul mâle chanter, leurs circuits de récompense ne sont pas activés. Par contre, s'il y en a plusieurs qui chantent, leurs circuits sont activés. Donc, il y a là tout un domaine qui est encore inexploré, qui est celui du plaisir qu'éprouvent les individus à produire et à écouter. Voilà, je m'arrête là parce que nous allons avec nos amis poursuivre. Et puis, il y a notre collègue Jacques qui prendra la parole tout à l'heure. Mais je peux répondre à quelques questions si vous voulez, si vous voulez poursuivre. Jacques Serrano, lui, on peut faire comme ça. Oui, tout à fait. C'est le grand maître de l'horloge, du temps. Oui. Bonjour. Vous avez évoqué un paradoxe possible entre est-ce que l'animal recherche son plaisir ou est-ce qu'il recherche à faire en sorte de pouvoir se reproduire et simplement l'utile pour l'espèce. Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ce paradoxe en imaginant que la sélection naturelle aurait pu sélectionner des espèces dont les plaisirs sont favorables à l'espèce, si vous me suivez, pour réconcilier un peu ce paradoxe. Et petit 2, par rapport au rire, est-ce que, en quoi, dans ce cas-là, le rire serait-il favorable à notre espèce et à nos espèces animales? Bien. Merci. Oui, bien sûr, rire, l'utile et l'agréable ne s'opposent pas. Si les animaux, par exemple, une appétence pour le sucre, oui, c'est important de trouver des substances sucrées en nature. Et voilà. Maintenant,
s'il y a une recherche du plaisir pour le plaisir et du sucre pour le sucre, ben on voit que la tendance peut être pervertie et l'individu consommer au-delà de ce qui lui est nécessaire quelque chose simplement parce que ça lui fait plaisir. Mais tout n'est pas utile. Par exemple, il y a un certain nombre d'espèces animales, on sait qu'ils vont rechercher en nature des substances hallucinogènes. Ils font des détours pour aller les trouver. Et pourtant, ça leur procure des vomissements, des troubles viscéraux. Quel est l'avantage, quel est l'intérêt? Je pense que, outre la connaissance du milieu il y a aussi, et du plaisir, il y a aussi la découverte de son monde intérieur. À travers la rêverie, à travers la lecture, nous découvrons aussi notre monde intérieur. Les animaux n'ont pas cela, la rêverie peut-être, mais pas la lecture. Par contre, en prenant des substances, ils éprouvent des relations dans leur milieu qui sont des relations totalement inhabituelles. Donc, ils découvrent aussi leur façon d'être. Et ça, c'est un domaine aussi qui n'a pas été exploré jusqu'à présent. On parle souvent de Jacob Uskul, excusez-moi, qui est un philosophe et éthologue du XXe siècle, qui parlait des nouvelles du monde propre de l'animal. Bien sûr, les animaux recherchent le monde propre et construisent le monde dans lequel ils vivent, mais aussi il y a la découverte indispensable de ce que l'on ressent et du monde intérieur. Et d'ailleurs, on nous parlait de l'innenwelt, le monde intérieur, mais il n'a pas beaucoup développé. Il y avait un autre point auquel je n'ai pas répondu. Ah, excusez-moi. Dès l'instant où un individu fait quelque chose qui lui est agréable, il est en mieux-être. Donc, dès l'instant où un individu est en mieux-être, eh bien, c'est favorable à sa survie. Vous avez parlé tout à l'heure d'un oiseau qui aurait un chant différent. Le premier que vous avez montré, qui aurait un chant différent, si j'ai bien compris, suivant les groupes. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'en caricaturant, il y aurait des oiseaux de la même espèce qui pourraient avoir un accent marseillais et un accent parisien? Ou est-ce que c'est lié au milieu, c'est-à-dire ceux qui sont prédominants ou ceux qui sont... Oui. Alors, c'est à peu près chez toutes les espèces d'oiseaux, à peu près, chez toutes les espèces d'oiseaux, qui est montré que tous ceux qui vivent à peu près dans une même région ont de chants qui se ressemblent beaucoup comparés à d'autres oiseaux qui vivent dans une autre région et qui ont aussi des chants qui se ressemblent beaucoup mais différents. Ce qui est intéressant, c'est quand un oiseau migre d'une zone pour aller dans une autre. Est-ce qu'il continue de conserver son chant ou est-ce qu'il change? Alors, vous avez des oiseaux qui, la même espèce, passent d'une région à une autre. Certains conservent le chant qu'ils avaient dans la région où ils sont éclos, d'autres, au bout d'un an, 2 ans, apprennent le chant de la région où ils étaient. Et on le voit, ceux qui apprennent le chant, ce sont les individus qui ont eu plus de mal à obtenir un territoire et qui doivent contester les territoires des autres. Et si vous voulez, l'apprentissage, ça se fait toujours dans le cadre d'un lien particulier qui vous oppose à un autre, ou un lien affectif qui, au contraire, est très positif avec un autre. Et ça, c'est le moteur des apprentissages. Ça se fait à travers un lien. Les enfants nous l'apprennent tous les jours quand ils viennent et qu'ils expliquent que la maîtresse n'est pas gentille ou qu'ils sont contents de lui faire plaisir en apprenant ceci ou cela. Ils ne veulent pas apprendre parce que le prof n'est pas gentil. Et bien sa matière, il ira se faire voir avec. Le lien est très important dans les apprentissages. Très important. Question. Je voulais revenir sur la question du rire. Oui. Parce qu'on a peut-être en parler davantage ensuite. Allez-y. La question est, est-ce que les animaux rient vraiment? On a vu une photo de chimpanzé est-ce qu'il s'agit vraiment de rire chez l'être humain? Le rire surgit dans une occasion bien précise, avec une élaboration intellectuelle certaine. Personne l'a très très bien expliqué, une rupture logique, une sorte de décrochement, de passage dans une autre dimension, de second degré. Est-ce que chez l'animal, on trouve ça? Est-ce que le chimpanzé rit vraiment? Oui, c'est vrai. Voilà, nous nous sommes émancipés d'un certain nombre de conditions naturelles. Nous avons acquis une certaine culture, et dans le cadre de cette culture, nous avons des objets ou des remarques qui nous font rire, et est-ce que c'est comparable à ces, disons,
vocalisations qui reviennent des viscères et que les animaux font dans des situations un peu triviales. Voilà. Alors, écoutez, ça, vous touchez la question du grand pouvoir des mots. Tout à l'heure, je parlais de dialecte. Alors, si on utilise le même mot, ou de chant chez les oiseaux, ou de danse chez les abeilles, est-ce qu'on a affaire à la même chose? Lorsqu'on voit des animaux qui ont des activités qui ressemblent à du rire, est-ce que c'est vraiment du rire ou est-ce que c'est différent? De toute façon, on n'apprend pas à rire à quelqu'un. Spontanément, les personnes rient, les enfants rient, les bébés rient. Donc après, que ça s'émancipe de conditions qui sont de chatouilles, etc., et que ça puisse se construire sur autre chose que les questions, que les points de l'origine, oui. Prenons un autre exemple. La main. Cette main, elle sert à jouer du piano, on va le voir tout à l'heure, elle nous sert à écrire, à peindre, etc. Et si je lui dis, oui, mais son origine, ça vient du fait que nous étions une espèce arboricole. Oui, ça s'est émancipé et ça devient autre chose en s'émancipant. Mais ce rire et les émotions, nous en avons hérité des animaux. Et moi, je ne suis pas du tout étonné que l'on découvre aujourd'hui qu'un très grand nombre d'espèces se mettent dans des situations de plaisir et dans des situations où elles vont rire. Et rire avec éventuellement les humains. Ça, ne pas trop anticiper parce que voilà. Donc le rire ne serait qu'une expression du plaisir. Ne serait que une expression du plaisir. Alors, quand une personne rit, ces circuits de récompense sont activés. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, on va dire c'est le minimum commun. Mais est-ce que l'on doit comparer notre rire à celui... Il y a des conditions de rire chez l'humain qui ne correspondent pas à des conditions qu'on trouve chez les chimpanzés. Ben oui, parce qu'on n'a pas les mêmes modes de vie. Et les conditions de rire chez un rat ne vont pas être les mêmes conditions de rire que celles que l'on trouve chez un chimpanzé, ou chez des phoques, d'autres espèces. Mais le fait que, corporellement, il y ait des stimulations qui soient propices à quelque chose qui ressemble au rire, ou qu'il y ait des activités qui conduisent les individus à rire, personnellement, on dit pas. Faut-il utiliser des mots différents ou pas, ou on est dans un continuum? Voilà. Dans un continuum, est-ce qu'il faut créer des discontinués, voire des discontinués linguistiques, et dire c'est pas le même mot qu'il faut appliquer aux deux? Ça, on est complètement confronté à ça quand on parle de musique ou qu'on parle de langage chez les animaux, de communication.